Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. La Chine est-elle en train de dévorer l'industrie française? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec notre invité Laurent Michelon, auteur de Comprendre la relation Chine-Occident. Perico. Laurent Michelon, merci d'être dans ce studio de Sud Radio au moment où la vie politique française est dans l'émoi. Et qui dit émoi politique dit trouble au niveau économique. On va parler avec vous d'un sujet brûlant qui est la relation économique entre la Chine et la France. D'abord en un mot, est-ce que le péril jaune est une réalité? Est-ce que la Chine, dont on pense pique-pendre et dont on sait qu'il y a de façon avérée, j'allais dire, des dégâts sur l'économie française, est-ce qu'il n'y a plus rien à attendre de la Chine, ou est-ce qu'on peut repenser la relation franco-chinoise pour développer une économie qui profiterait à tout le monde? Alors, il faut s'attacher, il faut s'arrimer très solidement à la Chine parce que c'est déjà une des dernières grandes puissances à nous tendre la main. On a vu que on a brûlé les ponts avec la Russie, les États-Unis ont pris des positions qui nous ont tous surprises. On est lentement sorti d'Afrique, donc finalement il reste plus que la Chine qui nous tend encore la main, malgré toutes les, on va dire les digressions des gouvernements précédents. On se rappelle des pirouettes de Bruno Le Maire sur la Chine, qui invitait les grandes marques d'automobiles chinoises électriques à se rendre en France, et puis qui 6 mois plus tard leur annonçait des tarifs douaniers spécialement designés pour elles. Donc ces marques-là sont parties tout en Hongrie, comme la plupart des investissements chinois qui ne trouvent pas finalement de satisfaction sur le marché français. Donc non, il faut s'attacher à la Chine. De toute façon, il est vrai que quand on parle de péril jaune, c'est quelque chose qui est agité depuis 150 ans dans les différents gouvernements occidentaux, et on se rend compte qu'en fait souvent c'est au moment où les gouvernements perdent un peu les pédales, n'arrivent plus à contrôler leur population, et donc, tout d'un coup il y a une menace extérieure qui vient, et c'est bien pratique le péril jaune parce que c'est très lointain, on peut pas vérifier ce qui est raconté dessus. Là maintenant, à l'heure de la mondialisation, il n'y a qu'à regarder ce que font les entreprises françaises et européennes en général. Elles sont toutes en Chine, elles continuent d'investir massivement en Chine. Donc on voit vraiment une dichotomie qui s'installe entre le discours des médias de masse qui racontent effectivement que la Chine est un ogre qui va tout dévorer, les ressources, qui pollue, qui profite de la faiblesse du tissu industriel français pour investir. Donc c'est systématiquement négatif, même quand il y a des choses positives à rapporter, parce qu'on ne peut pas on va dire les ignorer complètement, c'est toujours suivi de la phrase oui, mais à quel prix? Voilà. Vous-même, concrètement, quelle est votre activité? Quel est votre rapport avec la Chine? Justement, ça tombe bien parce que mon activité principale, c'est d'accompagner les entreprises chinoises qui viennent investir dans les pays européens. Alors, pas seulement la France, mais beaucoup la France, évidemment. Et je fais ça depuis une dizaine d'années, et j'ai vraiment vu l'évolution. Au départ, les entreprises chinoises venaient investir en France. C'était plus une opération de prestige, en fait. Il s'agissait de montrer qu'ils avaient des bureaux en France. Mais là, maintenant, avec la saturation du marché chinois, la sortie vers l'extérieur est vraiment primordiale pour eux. Et on voit donc que l'Asie du Sud-Est est devenue le premier partenaire commercial de la Chine. C'était l'Union européenne avant, mais là maintenant c'est l'Asie du Sud-Est. Saturation avec une population d'1,5 milliard d'habitants, donc oui, de clients potentiels, et malgré tout, ils ont encore d'autres produits à vendre que ceux qui fournissent le marché intérieur. Bien sûr, c'est là aussi on voit dans les médias de masse, on parle de surcapacité chinoise. Ce qu'on appelle chez nous des exportations, oui. Parce que l'exportation c'est une surcapacité, mais donc les exports, quand ils augmentent de l'Occident vers la Chine, c'est bien, et quand ils augmentent de la Chine vers l'Occident, on appelle ça une surcapacité, et c'est négatif. Voilà. Alors, est-ce que l'Europe et la Chine, la France en particulier, et c'est le sujet qui blesse et qui est à l'origine des polémiques et des malentendus, est-ce qu'on joue bien dans la même cour avec les mêmes règles du jeu? L'économie chinoise est une économie dirigiste, c'est un parti communiste qui est à la tête de cette grande puissance, de cette grande nation, parce que la Chine, c'est un géant à tous les sens du terme. Est-ce qu'ils arrivent chez nous quand même avec des avantages concurrentiels que nous n'avons pas? Est-ce qu'ils ont droit de procéder avec des protocoles industriels ou sociaux que nous nous interdisons en Europe et qui créeraient du coup un déséquilibre et un désavantage pour l'économie européenne?
Alors, il est certain que la Chine démarre avec un avantage comparatif par rapport à nous, parce que d'abord, nous, on s'est désindustrialisé massivement. On a délocalisé vers la Chine. Parce qu'on leur a délégué la production de produits dont on estimait qu'on avait pu aller faire. La grande distribution est très contente de les importer et on dit, mais grâce à ça, c'est pas cher. Exactement. Mais il y a une facture à ça. Bien sûr. Et en fait, pendant des dizaines d'années, pendant environ 3 décennies, ce sont les grandes entreprises françaises qui ont augmenté leurs marges en délocalisant en Chine, donc en bénéficiant des coûts de travail bien inférieurs et en continuant à vendre de plus en plus cher chez nous. Dans ce seul but, on est d'accord. Bien sûr. C'était de faire de la marge. Absolument. Sur le social. Et donc maintenant d'aller dire aux Chinois, vous avez profité, vous avez profité de la délocalisation, c'est assez malhonnête. Effectivement, les Chinois en ont tiré un bénéfice, notamment en transfert de technologie et des choses comme ça. Mais maintenant, on se rend compte que c'est nous qui leur demandons de procéder à des transferts de technologie pour leur redonner accès au marché européen. Donc il faut bien voir que, par exemple, je vais prendre l'exemple des voitures électriques chinoises. Oui, justement. Voilà. Rapidement un exemple. C'est le sujet qui blesse le plus. Oui, parce que malheureusement c'est tout ce qu'on leur laisse faire maintenant en Europe, principalement. Je crois que les véhicules électriques, c'est 70% des investissements chinois en Europe. Tout à fait. Voilà. Donc il faut voir que on a fermé notre marché, puisqu'en 2016 c'était l'apogée des investissements chinois dans le monde, dont en Europe. Ensuite ça s'est effondré depuis parce que on a mis des barrières partout, des barrières tarifaires et puis des barrières environnementales, des barrières en termes de travail. Et petit à petit, donc c'est pour ça que le changement en fait s'est opéré. Les entreprises chinoises depuis quelques années ne viennent plus investir, c'est-à-dire acheter des sociétés françaises ou investir, prendre une participation majoritaire ou minoritaire. Et maintenant, elles font des projets à partir de zéro, ce qu'on appelle des Greenfield Projects. Et en fait, elles viennent monter des usines à partir de rien pour faire des panneaux solaires, des batteries, des voitures, des choses comme ça. Donc le risque de colonisation économique est moindre que ce qu'il a pu être à un moment donné. Qu'est-ce qui est mieux que la Chine rentre dans le capital de nos sociétés et se les approprie, j'allais dire sournoisement comme on l'a soupçonné, ou qu'ils viennent carrément créer une activité chinoise en Europe? Je pense que la réponse est, on va dire, assez évidente. C'est la deuxième solution que vous proposez. C'est ce qu'ils sont en train de faire majoritairement en ce moment. C'est des projets à partir de rien. Ils viennent avec leur propre marque, ils créent des usines, ils créent des emplois, ils paient des impôts. Et par contre, de l'autre sens, on voit que ce sont les États-Unis qui, eux, font l'acquisition de marques françaises. Par exemple, la dernière en date, c'était Petit Bateau, donc c'est des marques assez iconiques. Et on se rend compte que l'investissement américain en France est bien supérieur à l'investissement chinois, mais c'est toujours l'investissement chinois qu'on pointe du doigt en disant il profite de notre faiblesse, de notre tissu industriel et des choses comme ça. Mais certainement, on a besoin de la Chine pour les transferts de technologie. Pendant que les États-Unis, eux, nous prennent nos pépites et ils les emmènent aux États-Unis, on se rappelle Alstom et General Electric, un peu dans citer qu'un, eh bien les Chinois, eux, viennent avec des nouvelles technologies, des partenariats. Il faut bien se rappeler que, par exemple, Renault a un partenariat en Chine. Bien sûr. Et ils sont revenus en disant, mais nous, on a besoin de notre partenaire chinois parce que c'est eux qui font la recherche et le développement pour les nouveaux matériaux. Les techniques de production, c'est eux qui nous les inculquent. Les techniques de vente nouvelles, ce sont eux qui nous les inculquent aussi. Et en fait, la vraie question maintenant, c'est, on a appris aux Chinois pendant 40 ans, est-ce qu'on est prêt à apprendre des Chinois maintenant ? Beaucoup de Françaises et de Français roulent en voiture chinoise sans le savoir. Sans le savoir. Je dis au niveau de la fabrication. Exactement, la 2008. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que nos partenaires allemands ont tiré les barons du feu, c'est-à-dire qu'eux exportent vers la Chine des produits allemands dont les Chinois ont besoin, en échange de quoi ils nous disent « Ah, mais il faut ouvrir le marché à la Chine parce que ils ont besoin d'exporter. » Et en fait, c'est eux qui bénéficient de cet avantage. Cette réalité est toujours un fait ou non? C'est plus la réalité aujourd'hui. Les Allemands souffrent autant que la France ou que l'Italie ou que l'Espagne dans ce domaine-là parce qu'ils ont fait les mêmes erreurs que nous, finalement. Ils ont aussi délocalisé massivement. Moi, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, je discutais avec des gens d'une grande marque automobile allemande et je leur demandais si dans 10 ans, ils ne seraient pas dépassés par leurs partenaires chinois avec qui ils avaient signé des joint ventures. Ils m'ont dit non, ce ne sera pas 10 ans, ce sera 5. Donc c'est arrivé, les entreprises chinoises ont racheté quelques pépites et maintenant le marché chinois est ouvert aux grandes marques, Mercedes, BMW, mais le problème c'est que ce ne sont plus elles qui tiennent le haut du pavé. Maintenant elles sont une marque parmi d'autres et les gens qui ont on va dire un certain niveau de revenus en Chine maintenant ne privilégient plus les grandes marques allemandes d'automobiles. Ils vont regarder les voitures chinoises, ils vont regarder voilà.
Voilà. Donc les Allemands sont dans la même situation que nous. Ils ont effectivement, de par leur tissu industriel, on va dire un avantage par rapport à la France, mais ils souffrent des mêmes problèmes. Et les grandes marques, Audi ne vend plus en Chine, par exemple. Ah bon? Voilà. Et BMW a refusé de participer à la course, à la concurrence sur les prix. Voilà. Pourquoi? Parce que en Chine, ce qui se passe en ce moment, c'est une sorte de déflation. En fait, il y a une telle concurrence, c'est une telle concurrence entre les marques chinoises et les marques occidentales que les prix sont à la baisse. Et BMW, dont je connais certains cadres, ont dit ça sert à rien de faire des voitures pour gagner 5 000 €. Oui, bien sûr. Voilà. Donc ils ont dit on arrête de baisser nos prix, mais du coup ils vendent plus. La marge est dérisoire. Voilà. Et donc il faut conquérir des parts de marché ailleurs. Et puis repenser sa méthode de travail, repenser beaucoup de choses. Les Chinois ont intérêt à trouver, j'allais dire, un modus vivendi avec l'économie européenne où on sera toujours dans une concurrence un peu brutale. Non, ils ont besoin d'un modus vivendi parce que c'est un marché qui est important pour eux, c'est un marché qu'ils respectent. Hein. Alors il faut toujours faire la différence entre la relation entre la Chine et l'UE et la Chine et les pays souverains, encore souverains. On va dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une très bonne relation avec la France, avec l'Allemagne, avec l'Italie, avec l'Espagne, mais c'est pas du tout le cas avec l'Union européenne qui leur met systématiquement des bâtons dans les roues. Mais après, il faut voir la différence, c'est que nous, la France d'Emmanuel Macron a soutenu Ursula von der Leyen dans sa croisade anti-chinoise sur les droits de douane, alors que d'autres pays n'ont pas fait. Résultat, c'est l'Espagne qui a reçu une usine CATL de batteries, c'est la Hongrie, c'est la Croatie, c'est des pays comme ça. Vous restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h et nous sommes avec Laurent Michelon en ce moment, auteur de Comprendre la relation Chine-Occident. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas, Maud Koffler. La Chine est-elle en train de dévorer l'industrie française? C'est le thème de cette émission avec Laurent Michelon, auteur de Comprendre la relation Chine-Occident. Est-ce qu'un jour, l'économie européenne dévorera l'économie chinoise? Non, je vous pose même pas la question, parce que vous y répondez si vous voulez. Non, je reviens à ce titre quand j'étais adolescent. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera. C'est une phrase bateau, tout le monde l'a sortie. Oui. Aujourd'hui, dans une réalité qui dépasse ce qu'on pouvait supposer à l'époque. C'est normal, c'est une grande puissance. Quel est le secteur d'activité où la Chine est devenue monstrueuse? Monstrueuse, on va dire prédominante. Au sens volume. Voilà. Prédominante, l'industrie de l'automobile électrique. Voilà. Mais ce qu'il faut voir, c'est un exemple pour la France. Hein, c'est on va dire le message de mon ouvrage, c'est inspirons-nous de ce qui marche en Chine. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas avoir peur de la Chine? On ne doit pas avoir peur d'être en concurrence avec la Chine. C'est parce que la Chine est devenue le pays numéro 1 dans l'automobile électrique. Il faut se rappeler que la marque BYD est devenue le plus grand producteur au monde de véhicules l'année dernière, devant Toyota. Et c'est parce qu'ils ont laissé rentrer Tesla sur leur marché. Et en fait, en 2018, le gouvernement chinois, qui se rendait compte que le véhicule électrique ne décollait pas en Chine, il y a des problèmes de design, il y a des problèmes de sécurité, il y avait des problèmes dans tous les sens. Et ils ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser rentrer le leader sur le marché chinois, sans joint venture, donc c'est-à-dire vraiment les mains libres. Et avec des subventions. Il faut savoir que Tesla, il était le deuxième bénéficiaire des subventions du gouvernement chinois dans les véhicules électriques, devant les marques chinoises. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'en fait, ils ont activé les Chinois, ce qu'on appelle l'effet du poisson-chat. Et en fait, c'est de pousser tout un écosystème, en fait, à concurrencer, à s'améliorer par la concurrence. Et en fait, c'est on s'améliore ou on meurt. Et à partir de là, donc ça c'était en 2018, à partir de là, il y a un certain nombre de marques chinoises qui se sont intégrées entre elles. Il en reste encore 108. Ça, c'est une logique d'État. On est d'accord que c'est qu'on appelle une économie dirigée, c'est que ce protocole, il est inspiré par la classe politique. On a dit, vous allez faire comme ça. Absolument, absolument. Et donc les banques ce qu'on n'a pas du tout chez nous. C'est ce qu'on appelle la planification. Oui, on est du temps du général de Gaulle qui a donné des résultats. Bien sûr. Et là, maintenant, on laisse libre cours, alors qu'eux, les Chinois, continuent à savoir où est-ce qu'il faut investir, de quelle façon et avec quels moyens. Tous les 5 ans, il y a un plan qui, en plus de ça, peut être légèrement modifié. Et donc, les marques chinoises se sont toutes mises en concurrence les unes avec les autres. On a vu un bond qualitatif hallucinant. Enfin, pendant la période avant et après la période Covid, les véhicules électriques chinois, c'est plus la même chose. Vous voulez dire qu'il y a une dérégulation, ce qui pour nous est un fléau, à l'intérieur même de l'économie chinoise? Alors, ce que fait le gouvernement chinois quand il intervient dans un secteur, pas juste l'automobile, enfin, il intervient, il légifère, il va dire voilà, les règles c'est ça, l'objectif c'est ça, les banques vont vous suivre pour les financements, la législation va suivre et ensuite l'État se retire.
et laisse le privé reprendre le dessus. Et c'est là où la concurrence commence. Exactement. Et c'est une concurrence féroce. Elle porte sur quoi la concurrence? C'est sur des tarifs, sur des méthodes de production, sur l'exportation? Surtout sur le design. Alors, on a vu des grandes marques chinoises qui ont invité des designers français, de Renault, de certaines marques comme ça, pour venir faire le design de leur voiture. Mais ça va être aussi sur le prix. Et c'est ce qui se passe en ce moment en Chine, c'est que toutes les grandes marques chinoises de véhicules électriques ont des très beaux designs maintenant. Ils ont pris des designers un peu partout dans le monde. Ils ont travaillé sur des nouvelles méthodes de production. Et maintenant, la concurrence est sur le prix, à tel point que récemment, Xi Jinping a fait un discours en disant il faut mettre un terme à cette concurrence qui n'est basée que sur le prix, parce que ça va mener en fait à une autodestruction de l'industrie. Vous voulez dire que c'est Tesla qui les a inspirés ou qui a stimulé en eux ce besoin de conquérir de parts de marché à l'extérieur? Autrement dit, ils n'ont pas fait rentrer le loup dans la bergerie, ils ont fait rentrer l'agneau qui leur a donné la stimulation, quoi. Exactement. C'est en fait ce qu'on appelle l'effet du poisson-chat. C'était cette fable où il y avait un Norvégien c'était le seul bateau à ramener des sardines qui étaient encore vivantes quand ils arrivaient au port, et il s'était rendu compte que le capitaine mettait un poisson-chat dans les bassines, et donc les sardines continuaient de nager tout le temps pendant le voyage, et elles arrivaient vivantes au port. Donc c'est en fait de stimuler la compétition, de faire peur à tous les concurrents de façon à ce qu'ils donnent leur maximum. Comment se porte Tesla en Chine aujourd'hui? Très mal. Maintenant, ils étaient numéro 1. Enfin, Tesla était numéro 1 des ventes quand ils sont rentrés sur le marché chinois. Donc ils ont fait du profit à un moment donné. Énormément. Et puis ils continuent de le faire parce qu'en fait, ils vendent pas beaucoup en Chine, mais maintenant leurs méga usines chinoises vendent énormément dans le reste du monde. Donc ils sont très contents. Mais sur le marché chinois, ils sont plus majoritaires parce que il y a tellement de marques chinoises. Et puis il y a un facteur, on va dire, patriotique chinois. Ils préfèrent à qualité égale, ils vont préférer un véhicule chinois. Quel est le pourcentage des marques chinoises aujourd'hui en France? Je regardais les chiffres avant de vous recevoir. Ce sont quand même des marques françaises qui restent en tête au niveau du moteur électrique. Oui. C'est en train de reculer tout doucement et sûrement, où on peut maintenir à un moment donné un niveau de production française. Petit à petit, mais déjà, même sans parler des marques chinoises, on regarde, je me suis aperçu récemment, j'ai loué une Peugeot 2008 et je me suis rendu compte qu'elle était faite partout, sauf en France quasiment. Voilà, elle est faite en Chine, elle est faite en Espagne, elle est faite au Maghreb, elle est faite en Amérique du Sud, mais elle n'est pas faite en France. Donc il y a deux échelles. Il y a les marques françaises qui fabriquent en Chine parce que c'est moins cher, mais il y a aussi des sociétés qui importent directement du moteur ou de la voiture chinoise. Bien sûr, bien sûr. Et puis il faut voir que sur 50% des véhicules qui sont importés, véhicules électriques qui sont importés de Chine vers l'Europe, 50% sont des marques européennes. C'est ça, ce sont des marques européennes. En fait, qui fabriquent en Chine. Oui, mais alors, est-ce qu'on peut dire à ces marques-là, vous n'êtes pas patriotes, vous allez chercher du profit à l'extérieur, est-ce que vous pourriez rapatrier, est-ce qu'ils pourraient rapatrier la production Je pense que la question, Europe, c'est une question de technologie. Ils pourraient, ils vont devoir, je pense, mais la question, c'est surtout pourquoi est-ce que le prix est tellement différent au départ de l'arrivée. Je donne un exemple, la Smart, qui était faite en France et qui maintenant est faite en Chine, elle coûte, le modèle de base coûte l'équivalent de 20 000 euros en Chine. Quand elle arrive en Europe, c'est 42 000 le prix d'entrée. Ah oui, le double. Et c'est pas le prix, ça c'est pas le transport et c'est pas les assurances. Alors c'est la marge quoi? C'est la marge des groupes européens qui se disent mais de toute façon le consommateur est habitué à payer ce niveau de prix, il n'y a pas de raison qu'on le descende. Et donc l'Union européenne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle impose aux marques chinoises d'augmenter leur prix si elles veulent avoir accès au marché. On pourrait avoir des véhicules chinois encore beaucoup moins chers que ce qu'ils sont actuellement, mais c'est l'Union européenne qui impose des taxes pour que ça arrive au même niveau que les marques européennes. Au départ, on va dire que c'est un protectionnisme sain et légitime, mais l'incidence économique n'est pas si profitable que ça, finalement. Non, parce qu'il y a un problème on va dire, il y a un problème de marge, en fait. Les marges sont trop élevées par rapport à ce qu'elles veulent être, et c'est uniquement sur le fait que le consommateur est habitué à le payer. Quelles sont les marques chinoises, purement chinoises, non françaises, qui sont aujourd'hui distribués sur le marché français? BYD, qui vient d'ouvrir son 50e concessionnaire en France et 300e en Europe, je crois. 50e concessionnaire. Déjà, voilà. Et donc on parle beaucoup en négatif, mais en fait, si on regarde réellement ce qui se passe, les gens achètent. Ça a beau être chinois, on a beau dire du mal de la Chine en permanence, les gens achètent quand même parce que ce sont des véhicules de très bonne qualité, très bonne facture. Il paraît que c'est des performances incroyables. La BYD vient de battre le record du monde de vitesse, 496 km/h, qui a dépassé la Bugatti Chiron.
sur un circuit en Allemagne. Et il y a Xpeng, il y a Xiaomi qui arrive avec des très très bons véhicules à des prix défiant toute Aujourd'hui, concurrence. c'est quelle part de marché? On est au-dessous de 10% des ventes de voitures électriques. Très en dessous. 6-7, je crois. 7%, j'ai quelque chose, 7,7. Mais, et ça va inévitablement augmenter. Ça va augmenter, mais tout comme Tesla, Tesla a pris 10% des parts de marché chinoises quand ils sont arrivés sur le marché chinois. Ça n'a pas mis les Chinois dans un... Si tout d'un coup l'Union européenne, les instances européennes décidaient de frapper un grand coup et de dire on va faire à la Trump, on taxe de 40%. C'est ce qu'ils ont fait. On n'est pas à 40. On est 35. On est à 35. Oui. Alors si on monte à 50 par exemple, quelle est l'incidence qui peut venir? Est-ce qu'on protège vraiment l'économie? On ne protège pas parce que... Pourquoi? Parce que les Chinois peuvent encore descendre leur marge. Ah oui, ils ont de la marge sur la marge. Ils ont de la marge sur la marge, malgré tout ce que se mettront les différents fiscs, enfin on va dire... Oui, bien sûr, la fiscalité, les prélèvements il y a encore de la marge, et puis ensuite on vient produire en France. Et donc BYD, mais alors là le problème c'est la réception en fait qu'en fait les gouvernements locaux. Donc quand on voit Bruno Le Maire qui va courtiser les marques chinoises pour ouvrir des usines dans les Hauts-de-France, et 6 mois plus tard il leur dit on va leur mettre des tarifs douaniers spéciaux pour sans les avoir prévenus. Sans les avoir prévenus. Qu'est-ce que fait BYD immédiatement? Ils disent on va en Hongrie. Il faut voir qu'il y avait déjà la même chose qui s'était passée il y a 3 ans. Il y avait BYD pour les bus électriques qui avait monté une usine qui pour le coup opérait dans les Hauts-de-France. Et le problème c'est qu'avec la sinophobie ambiante dans les médias de masse en France, eh bien, BYD n'a trouvé aucun contrat d'une municipalité qui voulait acheter ses autobus. Donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, l'usine, on va la déplacer en Hongrie, et sachant qu'en Hongrie, ils ont accès à tout le marché européen de toute façon. Le dossier automobile est clair. Vous avez fait une description précise des enjeux et des tenants aboutissants. Est-ce qu'il y a quand même des importations chinoises qui continuent à nous faire du mal? À nous faire du mal. Ou des fabrications européennes en Chine qui continuent à détruire des emplois, à détruire de l'industrie, à détruire des activités. Je ne pense pas que ça en détruise à cause des Chinois. On a délocalisé des secteurs entiers qui maintenant, effectivement, on a du mal à les redémarrer. Je pourrais penser par exemple au solaire. Je sais que le solaire est quelque chose qui est vraiment primordial pour beaucoup de municipalités en France, et ça ne peut venir que de Chine. Il n'y a plus d'offres, en France. Donc on n'est pas sur la destruction d'emplois, on est sur l'impossibilité pour nous d'entrer en concurrence, parce qu'on n'a plus le tissu industriel qui va avec. Est-ce qu'il y a un scandale Chine? Là oui, j'en discutais récemment. Je trouvais un petit peu bizarre qu'on dise que Chine soit pas cher. Quand on fait pas un scandale pour Zara et pour H&M, je vois pas la différence avec Chine. Sauf qu'il y a 2 marques qui sont européennes, donc on dit rien. Il y a une marque qui est chinoise et on dit quelque chose. C'est un peu toujours le même procédé que je trouve un peu injuste, parce que moi, j'ai pas d'affection particulière pour Chine ou pour H&M. Je trouve que c'est la même chose, mais il faut dire que c'est la même chose. Il faut pas faire un 2 poids 2 mesures. Donc aux instances européennes à repenser un petit peu leur philosophie économique. Oui, parce que c'est fait partout. C'est fait partout pareil. Je veux dire, Zara et H&M, ils font tous en Chine, au Bangladesh, en Inde. C'est les mêmes fournisseurs que Chine. Un énorme gâchis qu'on va pouvoir réparer, je pense quand même. Oui, on va devoir s'y mettre. Bon, à lire vos différents ouvrages pour qu'on comprenne, parce que pour les Français c'est une nébuleuse, et pourtant vous semblez apporter une explication assez rationnelle à le mystère de l'économie chinoise en Europe. Du mieux que je peux. Merci. Merci Laurent Michalon d'avoir été avec nous sur Sud Radio aujourd'hui. Et restez bien avec nous dans un instant. Denis Oliven sera votre invité, Perico Légas, pour son livre Le dictionnaire amoureux des Juifs de France, aux éditions Plomb. Un monument historique. Il y a beaucoup de choses à dire. Merci, à tout de suite.